BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Votre part, c'est votre part. Avec le micro, tiens, on est bien, on se projette dans le futur, effectivement, un futur où tout fonctionne, effectivement, parce que les pros des cryptos, c'est ça, c'est le moment où vous prenez part à l'avenir. On essaie chaque semaine de faire de vous les contemporains du futur. Bienvenue à tous. Nos NFT à nous, nos talents non fongibles sont mobilisés. Ils sont là. Claire Balva, bonjour Claire. Bonjour Guillaume. VP stratégie de Débloc. On retrouve aussi à distance Thibaut Boutroux depuis les bureaux de Meria. Bonjour Thibaut. Ravi de vous retrouver également. Alors, dans un instant, on va parcourir toutes les actus de la semaine. Et puis aussi, d'ailleurs, des rumeurs qui circulent dans l'écosystème crypto. Très intéressantes, ces rumeurs. Mais d'abord, Vincent Gann avec nous, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Est-ce qu'on peut, Vincent, imaginer que les cours du Bitcoin, quelque part, tirent des bénéfices, tirent profit de ce contexte géopolitique très tendu, comme on le voit pour le pétrole ou certains métaux précieux, Vincent ? Oui, écoutez, sur l'ensemble de la semaine, le message est sans appel. Bitcoin a été considéré et traité, à juste titre d'ailleurs, comme un actif risqué. Il a affiché sa corrélation avec le marché action, et pas vraiment avec les métaux précieux. Il y a même eu un arbitrage défavorable. L'or, le pétrole, ils ont bénéficié d'une prime de risque géopolitique, donc une prime pour augmentation de leur prix. Pour l'or, ce qui est intéressant, c'est que le mécanisme de transmission s'est fait via les ETF Gold. Il y a eu des entrées de capitaux encore importantes cette semaine, comme c'est le cas d'ailleurs depuis le début de l'année. Ça s'est fait en défaveur, mais somme toute, c'est resté assez mesuré, mais tout de même en défaveur. Les ETF Bitcoin Spot US qui ont subi quelques outflows. Donc, logiquement, Bitcoin a été traité comme un actif risqué, donc subit plutôt un malus de risque géopolitique, mais souhaitons que cela soit provisoire. Effectivement, on en reparlera dans un instant d'ailleurs avec nos pros des cryptos, mais là on démarre ce mois d'octobre. En bourse, traditionnellement, c'est un mois très volatile, le plus volatile de l'année. Sur le Bitcoin, quel potentiel voyez-vous pour octobre, Vincent ? Vous savez, au sein de l'écosystème, le mois d'octobre, on ne l'appelle pas octobre, on l'appelle October, up pour up la hausse. Et en fait, c'est le mois qui, sur le plan statistique, dans la jeune existence de Bitcoin, qui reste un adolescent, somme toute, c'est le mois qui rassemble les meilleures statistiques de performance et en particulier en seconde partie de mois. Donc voilà, si l'on s'aligne sur les cycles précédents, notamment celui de 2020, celui de 2016, on peut espérer statistiquement d'avoir une belle seconde partie de mois et de bien terminer ce mois d'octobre. Maintenant, voilà, il ne faut pas de risque, il faut pas que la crise géopolitique prenne une ampleur supérieure et surtout, il ne faut pas que Bitcoin casse le support à 60 000 $. Donc on y croit, je reste optimiste. Vincent Gann, analyste technique indépendant. Alors, pas mal d'actu cette semaine, les rumeurs aussi, on va en parler, ça va nourrir ce nouvel épisode des pros des cryptos. On parlera notamment des stablecoins. BBVA est-il sur le point de lancer son propre stablecoin ? On voit des informations circuler, ce serait la première grande banque à se lancer sur ce marché. Alors, quelle crédibilité pour ces rumeurs ? Et puis surtout, qu'est-ce que ça changerait si vraiment BBVA se jetait dans le grand bain ? On posera la question à nos experts dans un instant. On parlera aussi de l'avenir du Bitcoin. Oui, Bitcoin est peut-être l'une des cryptos les plus abouties, les plus parfaite, si ce n'est la plus parfaite. C'est ce que disent en tout cas les bitcoins maximalistes. Sauf que la tokenisation pourrait peut-être à terme mettre à mal les enjeux autour de la décentralisation du bitcoin. On parlera aussi de la tokenisation. Est-elle l'ennemi à venir, l'ennemi à terme du bitcoin ? Et puis FTX. Les actionnaires passeront avant les utilisateurs d'FTX. Oui, il semble que les actionnaires seront prioritaires sur les ex-utilisateurs de la plateforme FTX pour les remboursements à venir. On vous explique tout dans un instant. Évidemment, ça crée une certaine controverse. On est à vos côtés, c'est votre machine à condenser une actualité de semaine, une semaine d'actualité, on va y arriver. C'est vos pros des cryptos, votre épisode hebdomadaire. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. On est ensemble, on est alignés avec Thibaut Boutroux depuis les bureaux de Meria. Bonjour Thibaut. Et Claire Balva pour Débloc. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. L'actualité dense cette semaine, puis des bruits qui circulent. Il faut tout de suite ces bruits qu'on les explore, qu'on les exploite. Je voudrais débunker peut-être 2-3 trucs qui planent dans l'écosystème. On a vu passer notamment hier cette info selon laquelle, ça y est, on sait qui est Satoshi Nakamoto. Son identité serait révélée à l'occasion de la diffusion d'un documentaire la semaine prochaine. On découvrirait donc la semaine prochaine enfin qui est le créateur du Bitcoin dans ce documentaire. Vous allez le regarder du coup, Claire, forcément ? C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des nouvelles révélations sur l'identité de Satoshi Nakamoto. Non, plus sérieusement, je pense que je regarderai le documentaire par curiosité, mais il n'y a pas grand monde qui s'attend à avoir des certitudes la semaine prochaine sur qui est Satoshi Nakamoto. Je pense qu'on aura probablement une nouvelle enquête, des nouvelles hypothèses, mais on nous a déjà expliqué que ça pouvait être Nick Szabo, que ça pouvait être Alphine. Peut-être qu'on nous expliquera cette fois-ci que ça peut être quelqu'un d'autre.
Mais et si c'était Michel Barnier? Mais que ce soit Michel Barnier ou qui que ce soit d'autre, la seule preuve qu'on peut avoir de qui est Satoshi Nakamoto, c'est l'utilisation des clés privées qui appartiennent à Satoshi Nakamoto. Et donc, c'est pas un documentaire qui prouvera quoi que ce soit. La semaine prochaine, ce documentaire, on imagine que si le marché crypto accordait du crédit à ce documentaire que personne n'a encore vu, le Bitcoin reculerait, non? Parce que ça fait partie comme des gros atouts du Bitcoin, savoir que son fondateur n'est connu de personne. Si d'un seul coup son identité venait à être révélée, le cours du Bitcoin reculerait, selon vous? Alors, si on imagine un monde où effectivement son identité est révélée et prouvée, parce que c'est ça qu'il faudrait aussi, c'est la prouver, effectivement, ça voudrait dire qu'on aurait une personne qui détiendrait une partie significative des bitcoins, mais pas non plus suffisamment significative pour tuer Bitcoin, et qui pourrait ponctuellement faire baisser le cours s'il décidait de vendre ses bitcoins. C'est effectivement le plus gros portefeuille de bitcoin aujourd'hui, ça doit être environ 1 million de bitcoins. Oui. Donc forcément, ça pourrait créer un mouvement de cours, mais c'est pas ça qui détruirait Bitcoin, ça créerait un petit choc pendant quelques mois, mais pas plus que ça. Thibaut, vous le regarderez ce documentaire la semaine prochaine pour découvrir, on verra si c'est véritablement le cas, s'il y a des preuves, surtout découvrir qui est Satoshi Nakamoto, Michel Barnier, Michel Blanc peut-être que c'était Michel Blanc. Thibaut? Oui, non, on regardera par curiosité. Après, en réalité, c'est un documentaire quand même qui est sérieux. Quand on regarde les intervenants dedans, il y a quand même des pontes du marché qui vont prendre la parole. Donc c'est un documentaire qui est très sérieux, qui à mon avis devrait être intéressant. Après, je pense que cette narrative-là, c'est plus l'argument d'accroche marketing, parce que forcément l'idée c'est de créer un petit peu du débat. Le réalisateur a dit on a fait une petite enquête, on est arrivé à telle conclusion. On ne sait pas si les gens vont apprécier ou pas, mais en tout cas ça va créer du débat. Voilà, l'idée c'est surtout de faire réagir autour du documentaire, et je trouve que c'est assez habile d'ailleurs d'un point de vue marketing, mais je ne m'attends pas à sortir avec beaucoup de conviction. Voilà, on parle de ce documentaire, de Satoshi Nakamoto. Je ne vais pas citer la chaîne parce qu'on n'est pas là pour faire leur marketing. Voilà, on ne va pas le faire à leur place. Mais la preuve qu'ils ont réussi, c'est qu'on en parle quand même. Exactement, les gens trouveront où trouver ce documentaire, effectivement. Il y a un autre bruit qui circule là dans l'écosystème, peut-être plus crédible. Ça concerne les stablecoins. BBVA lancerait son propre stablecoin avec Visa. Ce serait la première grande banque donc à lancer son propre stablecoin. Si ça se confirme, c'est énorme, Claire? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit la première grande banque, puisqu'on voit que Société Générale, par exemple, travaille déjà depuis un petit moment sur ces sujets de stablecoin. Il y a beaucoup de grandes banques qui travaillent en arrière-plan sur la création de stablecoins, qu'elles ne lanceront pas de toute façon avant début 2025 pour des questions de réglementation en Europe. Donc là, on voit des rumeurs, on voit des articles sur BBVA. Je pense que c'est pas du tout la seule. On ne sait pas grand-chose en fait. On ne sait pas si ce stablecoin sera un stablecoin dollar, un stablecoin euro, quelle forme exactement il prendra. On comprend que c'est sur Ethereum comme blockchain public. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour les puristes. On se dit c'est potentiellement un vrai stablecoin et pas juste quelque chose dans des systèmes interbancaires. Mais bon, beaucoup d'incertitudes encore, et surtout, encore une fois, je pense que ce ne sera pas les seuls. Mais alors pourquoi ça fait parler à ce point-là? BBVA qui lancerait un stablecoin, Thibaut? En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est lancé avec Visa, et derrière ça, il y a un nouveau programme de Visa qui est Visa Tokenize Asset Platform, je crois, et en fait, c'est une espèce de sandbox qui va permettre à n'importe quelle entre guillemets institution financière d'aller déployer, d'aller explorer en fait ce sujet-là. Donc c'est pas une surprise de voir BBVA et Visa qui continuent à explorer le secteur, parce que c'est pas leur première initiative, ils en ont déjà fait par le passé. Mais en tout cas, ça crédibilise encore davantage l'idée, et ça va certainement nourrir des idées. Et si on a des outils qui commencent à simplifier le fait que les institutionnaires peuvent y aller, du coup, ça va forcément multiplier les expérimentations. Bon, on verra si la rumeur se confirme effectivement, puisque pour l'instant, ça n'a pas été confirmé, mais pas démenti non plus par BBVA, ni par Visa d'ailleurs. L'une des actualités de la semaine qu'on a suivie et qu'on va évoquer tout de suite dans les pros des cryptos, la SEC, parce que la SEC, le gendarme des marchés américains, bouge encore, envoie encore des signes de vie. Elle ne s'avoue pas vaincue face à Ripple. On a appris que la SEC fait appel du verdict, verdict rendu dans l'affaire qui l'oppose à Ripple. Quelles sont ses chances de succès et pourquoi ce sera intéressant à suivre, Thibaut? On avait dit il y a quelques temps sur l'émission que le feuilleton était loin d'être terminé. Visiblement, on ne s'est pas trompé. Donc en fait, la SEC fait appel d'un jugement qui a été rendu en août dernier, qui infligeait déjà une amende à Ripple de 125 millions de dollars. Donc c'était quand même une amende relativement conséquente. Mais en fait, c'était perçu comme une victoire de la part de Ripple, puisque le montant demandé par la SEC était 2 milliards initialement. Donc voilà, Ripple a réagi aussitôt à l'appel de la SEC. Ils ne sont pas surpris, l'écosystème n'est pas surpris globalement de voir la SEC continuer à
se débattre. C'est un petit peu frustrant quand même de voir que malgré tout, il lâche pas l'affaire sur quand même un débat qui a déjà été discuté longuement avec Ripple. Et pourquoi il faut le regarder avec un regard plus large d'un point de vue écosystème? Parce que la SEC a quand même de nombreux procès en compte et de nombreuses affaires en compte avec l'écosystème crypto. Si jamais ils viennent à gagner en appel, globalement, ça envoie quand même un signal plutôt négatif côté écosystème crypto. Ça va peut-être encourager la SEC à aller plus loin dans ses démarches et donc ça va faire entre guillemets perdre du temps à l'écosystème et c'est pour ça que ça concerne en réalité pas que Ripple cette affaire. Et c'est pour ça qu'il était important d'en parler dès la première partie de ces pros des cryptos. Évidemment, une semaine d'actualité condensée en 20-25 minutes et vous réagissez bien sûr sur notre fil X BFM Crypto. Je vois cette question notamment d'Arnaud qui nous suit chaque semaine. Arnaud, il apprécie d'ailleurs vos interventions aux uns et aux autres chaque vendredi et il nous demande s'il y a des leçons à tirer de cette semaine tendue sur le front géopolitique, effectivement au Proche et Moyen-Orient notamment, et où le Bitcoin n'a pas progressé, contrairement au pétrole, contrairement à l'or. Il nous demande si le conflit perdurait au Moyen-Orient, est-ce que la probabilité d'un rallye haussier du Bitcoin en fin d'année diminuerait? Claire. Alors c'est très difficile de répondre à cette question avec certitude. Ce qu'on a vu effectivement, c'est que suite aux dernières attaques au Moyen-Orient, on a vu le Bitcoin chuter. L'Ether chutait aussi, Bitcoin de 4%, l'Ether de 6% à peu près. Donc c'est vrai qu'on se dit, finalement, ces actifs qu'on pouvait imaginer être des actifs refuges dans des situations de très grande tension ne jouent pas le rôle qu'on espérait. Maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé avec l'or aussi au moment des attaques, l'or aussi a chuté de quasiment 1%. En fait, il y a quasiment que le dollar qui est monté à ce moment-là. Alors, comment l'expliquer? C'est toujours compliqué. On peut imaginer que les investisseurs, dans des grandes périodes de crise, se disent finalement les actifs comme les cryptos sont toujours des actifs risqués. Et ce qu'on voit aussi, c'est au niveau des ETF. Les ETF Bitcoin ont enregistré leur pire journée au moment des attaques. On parle d'une sortie de 242 millions de flux nets qui sont sortis des ETF, alors même que la semaine précédente avait été une semaine record en termes d'entrée. Donc on voit bien que ce sont plutôt les investisseurs traditionnels qui se réadaptent en fonction des moments de crise et qui se disent ce conflit au Moyen-Orient, ça ne me rassure pas du tout. Et finalement, ce que j'avais mis dans des ETF Bitcoin, je vais peut-être le sortir et le garder plutôt en dollars. Oui, encore des actifs risqués, les cryptos, mais comme le sont aussi les marchés actions par exemple. Et il y a quand même des signaux positifs. Thibaut, on peut notamment s'attarder sur les ETF Bitcoin au mois de septembre. Ils ont vécu un bon mois de septembre, en fait, le meilleur mois de septembre, même en 10 ans pour ces ETF Bitcoin. Ouais, alors sur Bitcoin de manière générale. Alors après, je ne sais pas quelle importance il faut accorder à cette information. C'est délicat. Vincent en parlait en préambule de l'émission. On a très peu de track record en fait sur l'écosystème crypto, 10 à 15 ans. Donc, quelle importance accorder à la performance sur un mois, c'est difficile à dire. Mais c'est vrai que historiquement, les mois de septembre sont plutôt rouges sur les cryptos et sur Bitcoin. Et cette année, on a eu la chance d'avoir un Bitcoin qui termine dans le vert, même si les derniers jours ont été plutôt à la baisse. Maintenant, quid de la suite, parce qu'on a justement un mois d'octobre qui, lui, pour le coup, est plutôt historiquement vert. Alors, est-ce qu'il va poursuivre sur les années précédentes ou est-ce que, comme il va aller à l'inverse, comme septembre a pu le faire? Donc, voilà, faut prendre. Je pense que le mot d'ordre, il est plutôt à la prudence. Il y a encore d'autres échéances à arriver à la fin d'année, mais c'est plutôt des signaux intéressants. Effectivement, signaux intéressants. Si on doit chercher une déception, elle est plutôt sur Ethereum, les ETF Ethereum en tout cas, des volumes qui restent relativement faibles. C'est l'objet de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose cette question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Crypto. N'hésitez pas, vous tous, à vous abonner pour répondre, nous apporter vos arguments en commentaire. Claire et Thibaut, êtes-vous prêts? On est prêts. Ils sont prêts. Voici la question de la semaine. Les ETF Ether enregistrent donc de faibles volumes. Pour vous, est-ce parce que Bitcoin reste trop fort? Est-ce parce qu'Ethereum est trop complexe? Est-ce parce que stacker sur ces ETF est impossible? Voilà, donc ça n'incite pas à y investir. Ou est-ce qu'à votre avis, les volumes sont faibles sur les ETF Ether parce que BlackRock les vend mal? Un mauvais narratif, par exemple. Vous avez quelques instants pour réfléchir l'un et l'autre, Claire et Thibaut, vous tous également, et surtout n'hésitez pas donc à nous laisser tous vos arguments en commentaire. On essaie chaque semaine de rebondir dessus. Thibaut, pour vous, pourquoi il n'y a pas plus de volume sur les ETF Ether? Alors moi, j'aurais utilisé aucune des 4 réponses là. Peut-être Bitcoin, peut-être que Ether souffre de la comparaison avec Bitcoin et qu'on a eu beaucoup d'attentes sur Ether suite au succès du lancement de l'ETF Bitcoin. Et pour moi, le principal sujet, pour moi, c'est une question de timing. Un ETF Ether qui a été lancé un petit peu, pas dans la précipitation, mais à un moment donné, on s'y attendait, après on s'y attendait plus. Après, finalement, il a débarqué comme ça.
en période estivale, donc une période qui est quand même plus compliquée pour collecter, au moment où en plus on a des pressions bandeuses qui viennent du gouvernement allemand, des remboursements de MTGOX, etc. Donc je pense que c'est encore un peu tôt pour juger et globalement, depuis qu'il a été lancé, il n'a pas bénéficié quand même d'un contexte hyper propice à la collecte. Claire, pour vous, pourquoi est-ce que les volumes ne sont pas supérieurs sur les ETF Ethereum ? Je suis assez d'accord avec Thibaut. Si je devais choisir une des 4 options, je dirais que c'est parce qu'Ethereum est trop complexe, ou en tout cas plus complexe que Bitcoin pour les investisseurs. Problème de complexité. On va regarder vos réponses à vous tous qui avez donc choisi de voter sur notre fil X BFM Crypto. Pour vous, pourquoi il n'y a pas plus de volume sur les ETF Ethereum ? On va voir ce que vous avez effectivement voté. Votre option numéro 1, c'est effectivement le Bitcoin trop fort. Voilà, en face, on a quand même un Bitcoin qui reste trop fort. Option 2, vous avez voté à 26% pour un Ethereum encore trop complexe. Voilà, vous êtes d'accord avec Claire et Thibaut en somme. Et puis BlackRock qui les vend mal. Vous êtes quasiment 10% à estimer que BlackRock les vend mal. Et le patron de BlackRock dit qu'il y a un mauvais narratif. Il le dit lui-même, mauvais narratif autour des ETF Ether. Oui, alors il dit aussi quand même que c'est pas un échec, hein, parce que finalement ça a l'air d'un échec quand on compare aux ETF Bitcoin, mais finalement les ETF Ether aujourd'hui, on est à 1 milliard d'actifs sous gestion. Ce qui d'habitude pour d'autres ETF peut mettre plusieurs années à arriver. Donc ça reste un succès relatif par rapport à d'autres ETF, même si quand on compare à Bitcoin, on se dit oulala, qu'est-ce qui se passe, ça n'a pas le même succès. En fait, c'est très compliqué de comprendre la valeur de l'Ether d'un point de vue investissement par rapport à Bitcoin. Bitcoin, voilà, il y a une quantité limitée, l'émission monétaire, elle est quand même très claire. Sur l'Ether, vous imaginez tout ce qu'il faut comprendre quand on est un investisseur traditionnel. Il faut dire non, mais attendez, c'est aussi une monnaie, mais finalement il y a des frais de gaz, ça permet de faire fonctionner un ordinateur global décentralisé. Enfin, le narratif est quand même pas évident. Je ne sais pas si BlackRock le fait bien ou pas bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de travail aussi pour vendre un ETF Ether que pour vendre un ETF Bitcoin. Et en plus, effectivement, comme le disait Thibaut, ces ETF, ils ont vu le jour au tout début de l'été, ce qui n'est pas non plus la meilleure période. Alors le monde est divisé en deux. Il y a ceux qui ont un pistolet et ceux qui creusent. Vous connaissez, c'est dans le bon, la brute et le truand. Ceux qui ont un pistolet et ceux qui creusent. Dans les cryptos, il y a ceux qui ont du Bitcoin et ceux qui préfèrent l'Ether. Aujourd'hui, pour une fois, c'est Bitcoin qu'on va véritablement interroger. Le modèle du Bitcoin. La tokenisation des Bitcoins se développe. Cryptos nous apprend cette semaine que près d'1% des Bitcoins sont désormais tokenisés sur des blockchains EVM. Est-ce que cette tokenisation, Thibaut, peut devenir l'ennemi du Bitcoin ? Est-ce que la tokenisation peut fragiliser à terme la décentralisation du Bitcoin ? Ouais, il y a une nuance, une petite complexité dans cette question et sur ce sujet-là, parce qu'en fait, le potentiel de limite à la décentralisation, il se situe au niveau de la garde. En fait, concrètement, quand il y a un Bitcoin tokenisé qui est émis, généralement, c'est fait par un acteur qui est lui, centralisé. Si on prend l'exemple du plus capitalisé, c'est le WBTC qui est émis par la société américaine qui est BitGo. Donc en fait, BitGo va conserver en garde les bitcoins et émettre un bitcoin tokenisé. Si on veut prendre le deuxième plus capitalisé, c'est avec Coinbase, c'est le CBBTC. Et pour l'exemple de Coinbase, c'est très parlant parce que si on prend Coinbase, entre la plateforme d'échange, entre le custody sur les ETF, entre les services de garde et entre la partie tokenisée, effectivement, si la tokenisation prend encore plus de place, à un moment donné, ça va faire quand même beaucoup de bitcoins qui sont conservés par Coinbase. Et donc, il y a un potentiel là, risque de limite à la décentralisation. Mais là où il faut bien comprendre, c'est que on parle vraiment de la conservation des bitcoins et on ne parle pas d'un risque directement sur la décentralisation du protocole et du réseau Bitcoin par rapport aux mineurs, etc. Oui, c'est sur la garde que porte le risque en l'occurrence, Claire. Exactement. Exactement, c'est sur la garde. D'ailleurs, on avait parlé beaucoup l'année dernière, il me semble, sur ce plateau. Ce sont des points de centralisation qui sont très recherchés aussi par les hackers qui viennent souvent regarder ces points de centralisation parce qu'ils se disent il y a beaucoup de bitcoin à aller chercher ici. Et donc forcément, ça met à risque, toute centralisation financière met à risque aussi le cours du bitcoin, même si ça ne met pas à risque le protocole au sens technique. Alors le pays qui monte en puissance sur la carte mondiale des cryptos cette semaine, c'est... Alors Chris, notre réalisateur, a sans doute un avis. Chris ? C'est le Salvador. Oui, mais non. Un autre pays, Chris ? Alors, l'Argentine. Oh oui, bien vu. Oh, bien joué. 1-0 là. Bravo. L'Argentine, effectivement, c'est le pays qui est monté en puissance cette semaine. Binance, il débarque, et pas par hasard, on sait la confiance des Argentins abîmée vis-à-vis de leurs institutions. Et donc Binance débarque. C'est pas n'importe quoi l'Argentine. Et Binance, en y posant un pied, franchit sans doute, Claire, une étape de puissance supplémentaire ?
Oui, alors pour remettre un peu en contexte, Et bravo à Chris, notre comédien. L'Argentine, bravo à Chris. Artisan comédien. L'Argentine est quand même dans une situation particulière, puisque ça fait des années que la monnaie nationale, le peso, se dévalue petit à petit. Quand on regarde, pour vous donner un ordre de grandeur, si on regarde les 5 dernières années par rapport au dollar ou à l'euro, la valeur du peso a été divisée par en gros 8. Donc c'est quand même une dévaluation très forte. Et ce que ça veut dire concrètement pour les Argentins, c'est qu'ils sont dans une crise monétaire importante et qu'ils cherchent des moyens de sauvegarder leur épargne. Et donc les cryptos ne sont pas la solution magique, mais sont une des solutions. Et donc pour les Argentins, c'est particulièrement intéressant d'aller acheter du Bitcoin ou des stablecoins dollars. Donc c'est un marché clairement intéressant pour Binance, forcément. Qui décide d'y aller? Comment on le sait? On a vu qu'ils avaient obtenu une licence de la part des administrations argentines. C'est un peu l'équivalent de notre licence PSAN en France ou en Europe. D'ailleurs, cette réglementation en Argentine, elle est un peu critiquée par certains qui espéraient un régime beaucoup plus libéral et qui se rendent compte que non, il y a une réglementation un peu comme partout. Donc c'est un marché très attractif pour Binance, et surtout pour Binance, ça fait partie de leur stratégie du drapeau blanc réglementaire, où ils se disent on va montrer patte blanche, on va montrer qu'on sait être réglementé dans certains pays, et ils ont appelé ça leur 20e étape réglementaire, et on voit bien pour eux que ça les aide aussi à rehausser un peu leur image qui en avait pris quelques coups ces dernières années. Oui, et sous l'ère Sisi notamment, puisqu'on évoque Binance et Sisi, Sisi est un homme libre. L'homme qui a créé Binance, l'ancien patron, est sorti de prison il y a quelques jours. Il a réagi au fait que Binance vole très bien de ses propres ailes, et sans lui, Thibaut, il a dévoilé aussi ce que seront ses prochains projets, Sisi. Oui, c'est la question qui brûle un petit peu les lèvres de tout le monde. Maintenant, Sisi est libre 4 mois seulement après sa mise en examen, entre guillemets seulement. A priori, pas de retour chez Binance. D'ailleurs, ça aurait été assez surprenant, mais il a dit qu'il se félicitait que le navire arrivait à naviguer tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va revenir dans l'écosystème crypto ou pas? On sait qu'il a son projet éducatif, Jingle Academy, qu'il est en train de porter. On sait aussi qu'il écrit un livre. Il a fait savoir, lui, qu'il avait besoin de repos. Personnellement, j'ai du mal à l'imaginer loin de l'écosystème crypto. Et en même temps, je pense que son retour va être hyper compliqué parce qu'il a un tel statut dans cet écosystème que la moindre implication dans un projet va tout de suite donner une ampleur colossale. Et donc, le ratio risque-réputation va être hyper difficile à retrouver pour lui. Donc, curieux de voir ce que ça va donner. À mon avis, il va prendre un peu de temps pour souffler, et curieux de voir ce qu'il va nous proposer quand il va revenir. Et bien heureux, effectivement, Sisi sorti de prison. Pourquoi est-ce qu'il est sorti de prison si vite après seulement 4 mois, Thibaut? Et il a une réduction de peine pour, a priori, un comportement qui a été qualifié d'irréprochable. Et pendant ce temps, les actionnaires d'FTX sont également des bienheureux. Parfois, en effet, mieux vaut avoir des actions d'un groupe que ses produits. Par exemple, Hermès, vous avez le choix entre les actions et un sac, vous hésitez, c'est normal, les deux sont reconnus. Ferrari, une voiture, c'est au moins 300 000 €, mais le titre en bourse, seulement 400 €. Là, vous achetez l'action, c'est plus accessible. Plus 200% en 5 ans, l'action Ferrari en bourse. Mais pour FTX, c'est encore plus simple. Mieux valait être actionnaire qu'utilisateur de la plateforme. Alors que les remboursements prévus pour les ex-utilisateurs n'ont toujours pas débuté, on a appris, Claire, cette semaine que les actionnaires, eux, seraient prioritaires. La décision a été prise de compenser, de rembourser les actionnaires à hauteur de 230 millions de dollars. Aux dépens des ex-utilisateurs. Oui, c'est très inhabituel dans ce type d'affaires. Ce qui se passe d'habitude, c'est que les utilisateurs sont remboursés en premier et que les actionnaires sont plutôt en fin de peloton en ce qui concerne les remboursements. Donc forcément, ça fait jaser. Les utilisateurs sont extrêmement mécontents. Il y avait déjà eu un débat il y a quelques mois sur les références auxquelles les utilisateurs allaient être remboursés. Est-ce qu'on allait prendre le prix des cryptos en novembre 2022 ou le prix des cryptos aujourd'hui? Est-ce qu'on allait les rembourser en fiat ou en crypto? Et les utilisateurs se sentent extrêmement lésés. Il y en a qui disent « j'ai l'impression de m'être fait scammer 2 fois ». Donc forcément, les gens sont très très mécontents. On ne comprend pas très bien cette logique de rembourser d'abord les actionnaires. Ici, quand on est actionnaire, on sait qu'on prend un risque, en général, quand on investit dans une société. Et on est rémunéré pour son risque. Alors que les utilisateurs, eux, quand on regarde les conditions générales d'FTX, les fonds appartenaient aux clients. Même si FTX a fait n'importe quoi, les conditions générales, c'était que les fonds appartenaient aux clients. Donc beaucoup d'incertitudes ici, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. C'était les pros des cryptos, votre épisode du vendredi, le tout premier du mois d'octobre, à retrouver tout au long du week-end sur la chaîne YouTube, BFM Crypto, bien sûr. Merci beaucoup Claire Balva pour The Block. Un grand merci également à Thibaut Boutroux depuis Meria. Très bon week-end, Claire et Thibaut, et on se retrouve la semaine prochaine. BFM Business, BFM Crypto, les pros.